Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver une fois de plus dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous suivez le 110e numéro de ce magazine. Agri-Challenge vous propose de suivre dans ce numéro deux rubriques. Dans la rubrique reportage, nous vous emmènerons à une rencontre organisée par le programme Pôle agro-industriel du Niger. Objectif de cette entrevue, présenter aux différentes parties prenantes du programme le processus de préparation et de mise en œuvre des pôles agro-industriels du Niger. Puis, dans la rubrique Analyse-débat, nous allons échanger avec un spécialiste de la filière avicole au Niger sur la compétitivité de l'agriculture moderne dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour suivre le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Agri-Challenge. Du 8 au 9 mars 2023 s'est tenu à Niamey un atelier technique inaugural du programme Pôle agro-industriel du Niger. On prépare à cette rencontre des représentants du gouvernement nigérien, des partenaires internationaux, des organisations de la société civile, des experts du secteur privé, pour ne citer que ceux-là. L'objectif de cette rencontre est de présenter aux parties prenantes, publiques et privées, le processus de préparation et de mise en œuvre du programme des pôles agro-industriels au Niger. Le gouvernement du Niger a adopté le programme Pôle agro-industriel. Nous avons travaillé pour préparer les éléments de ce programme-là et le gouvernement a mis en place une unité de coordination du programme. Cet atelier est la première manifestation de cette unité-là. L'objectif, c'est de pouvoir partager avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs, partager avec eux sur le concept même des pôles agro-industriels, prendre leurs idées pour préparer en fait un programme plus complet. Et aussi, nous sommes là aussi avec beaucoup d'autres partenaires qui sont déjà avancés par rapport à nous sur les pôles agro-industriels, qui sont venus avec leur expérience. Nous allons donc aussi tirer les leçons de leur expérience, ce qui nous permettra donc de pouvoir, disons, préparer, avoir une feuille de route pour la mise en œuvre des pôles agro-industriels. Donc, pour me résumer, cet atelier vise deux choses. D'une part, partager avec les parties prenantes le concept des pôles agro-industriels, avoir leur input et leur engagement, et d'autre part, donc avoir une feuille de route sur comment mettre en œuvre le programme Pôle agro-industriel au Niger. Cet important colloque d'échange a occasionné des rencontres d'information du programme des pôles agro-industriels PAI en vue de favoriser une appropriation et un engagement des parties prenantes au processus d'implantation des pôles agro-industriels. Plus spécifiquement, durant les 2 jours d'atelier, les discussions ont été organisées autour de 3 thèmes principaux, à savoir l'état d'avancement du programme, les défis et opportunités, ainsi que les perspectives. Partager, informer les participants sur les pôles agro-industriels, recueillir leurs contributions et partir avec une feuille de route commune. Si je fais le bilan, après ces 2 jours, je peux dire que d'abord, premièrement, c'est tous ceux qui ont été invités sont venus. Donc, c'est un atelier qui a fait pratiquement le plein. Ceux qui ont été invités sont restés pendant les 2 jours. Les débats ont été très intenses. Et vous avez vu les conclusions des différents groupes de travail. Il n'y a pas eu de contradiction entre les présentations, ce qui fait qu'il y a eu une compréhension commune de
de tous les participants. Et il y a eu vraiment des débats de qualité avec beaucoup d'informations. Tout le monde, les gens, ils ont eu ils ont maîtrisé le sujet et on sort avec une feuille de route. Et nous pensons que, comme je l'ai dit dans mes éléments de conclusion avec c'est une nouvelle dynamique que nous allons engager. Parce que tous ces participants ont, chacun dans son domaine, que ce soit ceux des ministères, que ce soit du secteur privé, des organisations de producteurs, ils représentent des structures importantes pour la mise en œuvre des pôles agro-industriels, du programme pôle agro-industriel. Donc pour nous c'est un bon départ et à partir de là, tous ceux qui sont venus vont retourner travailler dans leur structure pour informer. Et nous-mêmes, nous allons continuer, donc engager un programme important de communication. Quant aux défis et opportunités, ils ont été discutés par les participants à l'atelier. Les représentants du secteur privé ont également souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs du secteur public et privé et d'améliorer l'environnement des affaires en vue d'encourager les investissements. Je retiens les 2 jours d'atelier, le réalisme par rapport à ces programme, cette ambition, cette volonté politique dans la mise en œuvre. Je note aussi l'engagement des parties prenantes par rapport à la mise en œuvre, mais surtout cette volonté politique qui est quand même portée par la plus haute autorité du pays par rapport à cette initiative de promouvoir la transformation. Et je pense que c'est la seule voie pour le continent africain de pouvoir quand même figurer dans l'échiquier et même aller vers l'émergence. Aujourd'hui, l'Afrique est pétrie de matières premières, mais la difficulté, c'est la valorisation pour faire face à la pauvreté, mais surtout relever le défi de l'emploi des jeunes. Et je pense que tout a tourné autour de ça pour un Niger émergent où les jeunes trouvent de l'emploi et que les gens vivent vraiment à leur fin et puissent quand même gagner de l'argent. Il y va de soi qu'il y ait cette fédération-là, cette inclusion et cette participation donc, de tous les acteurs à tous les niveaux. Je pense que c'est un défi qui est là. Il faut qu'on sorte de l'éternelle, en tout cas, situation d'insécurité alimentaire, d'importation de tous les produits, de toutes catégories. Je pense que c'est l'occasion. Les parties prenantes sont mieux informées, adhèrent au programme des PAI et s'engagent à le soutenir. Une feuille de route et des recommandations ont été également établies pour la bonne coordination de ce programme. À partir de cet instant, au niveau de l'ICP d'abord, nous allons prendre un certain nombre d'engagements. Premier engagement, c'est effectivement de travailler de manière inclusive. Et nous constatons que si nous associons tous les acteurs, on peut avoir des résultats importants. Je pense que nous allons continuer dans cette dynamique-là. Deuxièmement, nous allons travailler à informer. Nous constatons que après 2 jours de discussion, nous sommes arrivés à une compréhension plus ou moins commune de ce que nous voulons, de ce que c'est ces pôles agro-industriels. 2 jours avant, si on interviewait chacun de vous, vous allez avoir 20, 30, 40, 50 compréhensions des PAI. Mais après des discussions, après échange, en tout cas les participants ici, nous avons eu une compréhension commune. Ce qui veut dire que si nous informons, si nous continuons une campagne d'information, nous serons compris. Quatrième élément, engagement, nous disons que, et c'est ce que nous avons compris en tout cas ici, il faut aller très vite à l'action. Il faut aller très vite à l'action, mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller à l'action les yeux fermés. Ce que nous avions à l'esprit a été confirmé ici. C'est-à-dire, nous devons aller avec une action pilote le plus rapidement possible pour justement pouvoir convaincre les Nigériens que ce programme est un programme
possible, c'est un programme d'action, c'est un programme qui peut être utile pour les Nigériens. Et parallèlement, nous allons travailler pour faire les études nécessaires pour avoir un programme global de plus grande envergure et définir donc les approches stratégiques. Au terme de cette rencontre, l'atelier a permis de mettre en lumière les progrès réalisés dans le cadre du programme Pôle agro-industriel du Niger et les défis auxquels le programme est confronté. Pour les participants, l'atelier a été de haute facture. Nous venons de participer à un atelier multi-acteurs sur les pôles agro-industriels. Donc après 2 jours d'activité, tout d'abord nous exprimons notre satisfaction. Cet atelier a regroupé l'ensemble des acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N. Donc c'est une bonne chose que tout le monde soit impliqué dans la construction de ce nouveau programme Pôle agro-industriel. Nous, en tant que représentants du Haut Commissariat à l'initiative 3N, nous encourageons beaucoup cette initiative parce que ça s'aligne avec nos politiques et stratégies nationales. Et en tout cas, à notre grande satisfaction, les participants ont beaucoup contribué et nous sommes partis dans des travaux de groupe où nous avons eu déjà pratiquement les 5 réponses aux 5 questions posées. Donc j'espère qu'il y a les éléments de base pour en tout cas pour que le programme puisse décoller dans de très bonnes conditions. C'était vraiment un plaisir. D'abord, féliciter les autorités nigériennes, les remercier de l'opportunité offerte pour partager de l'expérience du Sénégal. Et on est tous du continent africain et c'est heureux de partager ce qui est déjà fait. Dans la même lancée, les partenaires internationaux ont à leur tour réaffirmé leur engagement en faveur du programme et ont annoncé leur soutien financier pour la 2e phase du programme. Pour rappel, le pôle agro-industriel du Niger constitue un programme du gouvernement nigérien visant à stimuler le développement économique du pays en mettant l'accent sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Le programme vise à développer des pôles de croissance dans les zones agroécologiques les plus productives du pays, en mettant l'accent également sur les chaînes de valeur agricoles prioritaires et les industries de transformation associées. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, bienvenue dans la rubrique Analyse-Débat d'Agri-Challenge. Notre invité d'aujourd'hui est M. Cheibou Gaouri. Il est le président de l'interprofession de la filière avicole au Niger. M. Cheibou, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'aviculture moderne. Plus précisément, comment moderniser cette aviculture pour qu'elle soit plus compétitive au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, M. Cheibou, parlez-nous de la situation actuelle de l'aviculture moderne au Niger. Ok, merci. Ce qu'il faut savoir quand on parle d'aviculture moderne, au fait, ça fait référence directement au système d'exploitation. Parce que quand on parle de l'aviculture moderne, il faut savoir qu'on fait référence à des effectifs conséquents de plusieurs centaines à plusieurs milliers de volatiles en même temps qui doivent être élevés dans un environnement contrôlé avec des bâtiments dédiés et aussi avec un contrôle de l'alimentation qui est très strict et aussi un contrôle sanitaire très strict. C'est de ça il s'agit. Cette aviculture moderne-là est principalement dédiée au Niger à la production de l'œuf de consommation, l'œuf de table que vous avez, ce sont les œufs roux là que vous retrouvez sur le marché et dans les ménages. Combien d'aviculteurs modernes ont été recensés? Combien sont en activité et combien sont inscrits dans votre coopérative? Nous avons une interprofession au Niger. Cette interprofession-là est composée des différents collèges au niveau régional et ces collèges-là de différentes associations qui œuvrent dans la filière avicole. Nous sommes autour de 199 membres aujourd'hui. 199 membres au niveau de l'aviculture moderne. Et combien sont en activité? Il faut savoir que depuis l'épisode de la grippe aviaire qu'on avait eu, presque 80% sont à l'arrêt. Ok, ça c'est l'aspect sanitaire qui a forcé
En réalité, les gens, certaines grandes fermes, surtout autour de Niamey, ont été confrontés à cette maladie-là qui a fait en sorte que des dizaines de milliers d'effectifs ont été abattus. Le Niger a connu des séries de maladies aviaires qui ont décimé plusieurs milliers de volailles. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour prévenir et traiter ce fléau? Ce fléau-là, il est devenu endémique au Niger. Ça fait 7 années qu'on a cette maladie-là d'une manière récurrente, toujours à la même période. On n'arrive pas à dénicher la niche où se cache le virus pour qu'à chaque fois, il refait surface. Mais c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est confronté à cette maladie-là, il y a des actions qui sont prises et menées au niveau étatique. Donc il y a des mesures comme les lettres que vous avez vues interdisant la circulation de la volaille vivante autour de Niamey et de certaines régions. L'importation de la volaille vivante aussi, elle est interdite, mais aussi il y a un cordon sanitaire qui est mis en place pour essayer de protéger le cheptel local de ces contaminations-là qui pouvaient venir des pays qui ont déclaré officiellement la présence de cette grippe aviaire-là. Donc ce cordon sanitaire-là est mis en place et aussi il faut savoir qu'avec les autorités étatiques, on a procédé à un abattage des foyers. On a procédé à l'isolation. En réalité, on essaie de circonscrire la maladie au niveau de ces foyers-là en faisant l'abattage. Parfois il est préventif et après on fait la désinfection du site et on met le site en quarantaine. Voilà les actions qui ont été prises. Et qu'est-ce que ça a donné après? Ça nous a permis en tout cas de limiter la propagation de la maladie depuis un certain temps. Je crois bien le dernier foyer identifié, aujourd'hui ça fait 3 semaines seulement. Le dernier foyer identifié, ce qui veut dire que ça va et là aussi ça a concerné vraiment un élevage familial. Comment votre structure œuvre pour la promotion de l'aviculture moderne au Niger et au niveau sous-régional? Pour la promotion de l'aviculture moderne, il faut savoir que c'est vrai pour nous producteurs, c'est une action qui ne peut être menée en solo. Raison pour laquelle des organisations ont été mises en place pour en réalité créer un cadre de concertation entre les acteurs de manière à échanger en tout cas des problèmes que les uns et les autres rencontrent. Donc vraiment, et c'est aussi une plateforme qui est très instructive parce que c'est sur cette plateforme-là qu'on a créé que les gens échangent de leurs expériences, des problèmes, des contraintes qu'ils ont, toutes ces choses-là. Et aussi cette organisation nous a permis de faire des commandes groupées parce que il faut savoir qu'au niveau de l'aviculture moderne, les poussins, les produits de base quand même viennent majoritairement d'Europe. Pour un individu pris isolement, un producteur, il ne pourra pas faire ça, ça risque de lui coûter cher. Alors on essaie de centraliser toutes les commandes pour avoir des coûts raisonnables. Et au niveau sous-régional alors? Au niveau sous-régional, nous avons des conventions avec les pays de la sous-région. Il y a des organisations sous-régionales au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une organisation qui regroupe tous les acteurs de la filière au niveau de la CEDEAO et nous avons aussi des partenariats qu'on a changé avec les pays du Maghreb aussi dans ce sens-là en termes d'échange d'expérience et de transfert de technologie. Alors, dites-nous comment moderniser l'aviculture moderne afin qu'elle soit plus compétitive dans la ZLECAf. Quand vous parlez de ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale, au fait, les défis liés à l'intégration de cette zone-là se posent à tous les pays de la même manière. Tous les pays sont confrontés parce que vous êtes obligé d'ouvrir votre marché, laisser les produits d'autres pays rentrer dans votre pays. Qu'est-ce que cela suppose? Donc, ça suppose quand même pour les pays de se concentrer beaucoup plus sur les produits là où ils ont un véritable avantage comparatif et de faire en sorte que là où les produits n'ont pas un véritable avantage comparatif, de réduire les coûts de production. C'est ce qui va se passer au Niger. Nous avons aujourd'hui notre poulet local qui est produit à des dizaines de millions d'individus chaque année.
Et ce poulet-là, aujourd'hui, tout le monde le connaît, il a un bon goût, les gens, le consommateur l'apprécie et il est produit à moindre coût dans le milieu rural. Ce poulet-là, il faudrait un véritable travail de labellisation. Il faudrait qu'on arrive à vendre notre produit, qu'on arrive à le présenter à l'étranger parce qu'ailleurs, ce poulet-là n'existe plus. Donc, il faudrait vraiment savoir le vendre. Le deuxième avantage comparatif qu'on a, c'est au niveau de la production de la pintade locale. Le Niger aujourd'hui est vraiment en Afrique de l'Ouest, l'un des, avec le Burkina, et le bassin de production en tout cas de cette pintade. On sait comment la faire. C'est une viande aussi qui peut être très bien commercialisée à l'étranger parce que le goût de la pintade un peu faisandé, rappelant un peu l'aspect sauvage, tout est très bien apprécié en tout cas dans d'autres pays côtiers. Et je crois bien qu'on peut se baser sur ces deux produits-là pour essayer d'affronter le marché local. Maintenant, par rapport à la production de l'œuf de table qui concerne l'aviculture moderne, à ce niveau-là, les défis sont de deux ordres. D'abord, il faudrait qu'on arrive à régler la question liée à l'approvisionnement en intrants, le poussin d'un jour, qu'on arrive à avoir des couvoirs qui arrivent à produire les poussins d'un jour vraiment à un coût raisonnable pour le mettre à la disposition, parce que le mettre à la disposition des producteurs. Aujourd'hui, tous les poussins viennent d'Europe, c'est cher, c'est presque 1250 francs le poussin, alors que s'il est produit sur place ici, il ne va pas dépasser 450. Il y a ce défi-là à régler et l'autre défi, il est alimentaire. L'alimentation de la volaille entre dans les coûts à hauteur de 70% et la plupart des composants sont importés dans ce pays-là, ils viennent d'autres pays. Donc vraiment, on peut aujourd'hui travailler dans la réduction du coût de ces aliments-là en travaillant sur les produits locaux, les sous-produits agroalimentaires locaux disponibles chez nous pour essayer de fabriquer une alimentation à un coût vraiment très raisonnable qui va permettre à ce que nos produits soient compétitifs. Dites-nous, comment les acteurs doivent-ils s'impliquer pour moderniser cette agriculture afin qu'elle soit plus compétitive dans la ZLECAf? Ok, pour que l'agriculture soit beaucoup plus compétitive dans cette ère de globalisation, il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs qui doivent travailler en symbiose. Et on a d'abord l'État. Au niveau de l'État, on demande beaucoup plus de régulation au niveau du secteur et un contrôle assez strict parce que le problème qui se pose, vous savez aujourd'hui avec l'État, les produits avicoles ici au Niger ne profitent pas trop de subventions alors qu'ils sont concurrencés directement par des produits venant d'Europe qui sont entièrement subventionnés en Europe, dont il existe même une subvention à l'exportation. Vous imaginez que ces produits-là viennent dans un environnement où l'aviculture ne profite pas de subventions et être en compétition directe avec la production nationale. Nous considérons qu'il faudrait que l'État arrive à une relecture de ces textes-là et voir dans quelle mesure ils peuvent éviter de se faire harakiri. Parce que vous ne pouvez pas laisser une aviculture venant d'ailleurs qui est intégralement subventionnée venir dans votre pays compétir avec votre aviculture qui n'est pas du tout et supporter, si je peux le dire. Au niveau maintenant des IMF, vraiment, c'est les institutions de microfinance, en fait, les banques et autres. Il faudrait que ces institutions-là aussi arrivent à être beaucoup plus regardants, qu'ils soient moins sceptiques par rapport à l'aviculture. Le risque lié à l'aviculture, il est universel. Mais comment se fait-il que d'autres pays, malgré tout ce risque-là, arrivent à produire, à satisfaire la demande locale jusqu'à importer? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut. Et sachant pertinemment que dans ces pays, elle est subventionnée, elle est financée par ces institutions-là. Donc il faudrait qu'ils arrivent vraiment à être beaucoup plus optimistes, échanger avec nous et voir vraiment les voies et moyens pour nous amener vraiment à avoir accès à ces financements-là. Et au niveau des producteurs, le défi c'est quoi? C'est un défi en termes de normalisation et en termes de la remise en norme des infrastructures d'abord. Il faut se professionnaliser, il faut avoir les bâtiments dédiés, il faut investir. Sans cela, si vous laissez un seul, en tout cas, vous laissez une palle, en réalité, c'est un problème que vous créez. Donc, il faut faire les choses intégralement. Ça, c'est au niveau des producteurs, le professionnalisme. Et au niveau des institutions de recherche,
la recherche et le développement. Il faudrait qu'ils s'impliquent aussi parce qu'au niveau de la recherche et du développement, ils doivent aujourd'hui travailler sur des nouvelles formulations d'aliments basées sur les sous-produits agroalimentaires locaux qu'on a pour nous proposer une alimentation en tout cas à un coût raisonnable. Et aussi, ces institutions de recherche et de développement doivent travailler sur les races locales qu'on a pour identifier le potentiel de ces races locales-là, améliorer ce potentiel-là pour que vraiment on puisse aussi rendre cette agriculture traditionnelle, si je peux le dire, beaucoup plus compétitive. Quelles sont les facilités permettant à l'entrepreneur de mettre ses produits sur le marché national et à la conquête de la ZLECAf? D'abord, c'est vrai, j'attire l'attention beaucoup de nos producteurs sur une erreur monumentale que les gens font. Beaucoup de gens se lancent dans la production sans penser à l'écoulement, en pensant que le produit, s'il est fait, il va se vendre de lui-même. Ça, c'est une grosse erreur. Avant de commencer l'aviculture, pensez à créer votre niche de marché ou bien votre marché, votre positionnement sur le marché. Il faudrait réfléchir à tout cela. Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour vendre parfois votre produit. Il serait très difficile de le faire. C'est à vous de bien connaître votre marché. S'il va falloir créer des points de vente, que vous les créez vous-même, parce que parfois le consommateur final, le client final, s'en fiche de savoir qui a produit l'œuf, d'où ça vient, du Niger, du Nigeria. Il veut un œuf, il veut l'avoir. Au moment où il veut l'avoir, il faudrait qu'il soit près de lui. Et c'est là où beaucoup de gens échouent, parce que les gens, ils produisent les œufs et les poulets et ils attendent à ce que les démarcheurs viennent. Et tant que vous avez une longue chaîne d'approvisionnement, vous ne pouvez pas espérer avoir des prix. Pour clôturer ce numéro, M. Cheibou, dites-nous comment amener la population nigérienne dont l'intérêt porte sur les œufs importés et le poulet de brousse à s'intéresser davantage à l'agriculture moderne. Tout ce que nous demandons aux populations, c'est de commencer à mettre leur santé au devant de tout. Quand vous avez un produit dans votre assiette, posez-vous la question, ce produit-là, il vient d'où? A-t-il été produit dans des conditions qui sont raisonnables, acceptables? Ok, est-ce qu'il est avarié, est-ce qu'il n'est pas avarié? Donc c'est ça en réalité. Quand vous prenez aujourd'hui par rapport à l'œuf de table, les œufs importés en réalité sont collectés dans les pays environnants pendant des jours et des jours, transportés sur des jours aussi dans des conditions vraiment atroces au soleil. Et quand l'œuf vient ici, les gens le consomment parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence avec l'œuf produit ici sur place. L'œuf produit sur place, il est frais. Donc les gens doivent se poser la question, quand vous cassez un œuf sur une assiette, est-ce qu'il est compact, est-ce qu'il s'étale? Tout cela, c'est vraiment quelque part à nous aussi d'apprendre à la population à reconnaître les produits frais qui viennent du terroir. Par rapport à la viande aussi de poulet, c'est la même chose. Un poulet importé n'a pas la même texture, n'a pas le même goût qu'un poulet qui est produit sur place ici. Donc les gens doivent faire beaucoup plus attention à l'aspect sanitaire de ces produits. Un produit qui est déclaré impropre à la consommation ailleurs ne doit pas être accepté en consommation chez nous. Il faudrait que les gens commencent vraiment à accepter cela. J'ai besoin de manger de la viande, ce n'est pas celle qui est disponible seulement que je prends aujourd'hui. Oui, je peux la trouver moins chère aujourd'hui, mais combien je dépenserai demain dans ma santé? Il faudrait que les gens commencent à se poser ces questions-là, de faire beaucoup attention quand ils ont quelque chose dans l'assiette, de se poser la question comment il a été produit. C'est très important. Monsieur Cheibou, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau d'Agri Challenge et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi. En tout cas, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné en tout cas l'occasion de parler d'un produit assez sensible qui entre en compte aujourd'hui. Il faudrait que les gens comprennent. Ça rentre en compte dans la sécurité alimentaire et dans la qualité nutritionnelle. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À présent, je vous invite à suivre votre rubrique Conseils pratiques qui porte sur la biosécurité d'alimentation. À tout de suite. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro d'Agri Challenge et pour le retrouver, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez également le suivre via l'application Challenge FM. Merci de votre fidélité. À la prochaine.